Sandrine Garbaille, je suis directrice générale de Château Guiraud. À la base, j'ai un profil de technicienne et donc moi, mon métier avant tout, c'est d'élaborer du vin. Donc je suis œnologue de formation et j'ai rejoint le Château Guiraud pour en prendre la direction générale effectivement, mais quand même avec une base de direction technique surtout de cette propriété. Je suis Owen Despolatovic, le chef de la Chapelle Guiraud, donc en collaboration avec le Château Guiraud et Madame Garbaille, un des restaurants du groupe de Faber-Lascombe. Je tiens les cuisines depuis le début de l'été 2022. François-Xavier Lacroux, je dirige le centre de musique ancienne à Sauternes et je suis le directeur du festival Fête Baroque à Sauternes, puisque nous travaillons en collaboration avec le Château Guiraud et la Chapelle Guiraud. Dans le cadre de l'élaboration des vins, en effet, l'odorat et le goût sont les deux sens les plus sollicités. Le nez, la bouche sont des outils indispensables pour construire le vin dont on rêve. Alors moi je vais avoir un peu la même réponse que Madame Garbaille. Donc nous c'est également l'odorat et le goût en principaux. Mais c'est vrai que sans le toucher et la vue, ça serait impossible d'élaborer un plat. Même si on va vachement quand même rester sur ces deux sens principaux qui sont l'odorat et le goût pour justement développer les saveurs et les goûts ressentis en fait dans ce plat, donc les émotions dans un sens. Contrairement à mes chers amis et interlocuteurs, nous c'est évidemment d'abord l'ouïe. Les instrumentistes ont ce rapport à l'instrument et en musique ancienne, nous c'est quand même fait de matières très très nobles. Le bois, le chanvre, voilà, le cordage en boyau, etc. Les clés en laiton. Donc il y a quand même une grande dimension, en tout cas pour l'interprète, alors beaucoup moins pour l'auditeur, mais pour l'interprète du toucher. L'odeur de l'instrument, alors surtout, tous les instruments j'imagine, mais les instruments anciens, il y a une odeur particulière. Alors je ne suis pas facteur d'instruments, on aura des facteurs d'instruments qui seront là pour Fête Baroque à Sauternes. Et le toucher et l'odeur sont vraiment à ce moment-là vraiment importants, très liés. C'est pour ça que dans nos métiers, je pense qu'il y a des choses très proches et des similitudes. Dans le cas des vins liquoreux, vous savez peut-être qu'on arrête la fermentation avant qu'elle aille au bout, puisqu'on garde des sucres résiduels dans nos vins. Et l'arrêt de fermentation se fait souvent à l'oreille. C'est-à-dire qu'on entend le pétillement qui s'estompe, qui se ralentit. Les levures naturelles cessent de fermenter d'elles-mêmes. Et à ce moment-là, l'homme peut intervenir avec moindre utilisation d'intrants grâce à un arrêt naturel finalement de la fermentation alcoolique. Et ça se fait à l'oreille. Donc on a quand même une oreille assez exercée. Cet exemple du beurre, un beurre dans une poêle, un beurre froid qui chauffe, en fait on dit qu'il chante en cuisine. Quand on saisit une viande, elle crépite, elle chante, c'est quelque chose d'assez en tout cas important dans notre métier d'avoir aussi l'oreille qui écoute. Une note pour nous, c'est forcément une note aromatique. Effectivement, on emploie ce terme-là pour décrire toutes les odeurs, éventuellement les saveurs que l'on a dans nos vins. Et on parle, oui, de notes florales, de notes fruitées, de notes boisées. Et c'est avec toutes ces notes que l'on fait un grand vin. Et plus on a de notes, en principe, plus le vin est complexe et donc grand. Et on peut, oui, dire que c'est comme une partition que l'on écrit, en fait, chaque année, chaque nouveau millésime est différent du précédent et c'est une nouvelle composition à chaque fois. En tout cas, pour nous, ça va être vraiment la même chose. On va être sur quelque chose en fait, d'harmonieux. C'est ça, quand on parle de notes, on va être pareil sur des notes florales, des notes forestières, etc. On va chercher en fait quelque chose de bien propre. Et c'est vrai qu'on va être sur le même principe que le vin. On va être sur en tout cas quelque chose d'équilibré. Quand on parle de notes, évidemment, vous avez dit, Sandrine, c'est un très récent, Owen aussi, comme l'abondance de notes va créer la complexité. Et de cette complexité naît l'harmonie. C'est complètement la musique. C'est-à-dire que
Alors, l'harmonie, elle n'est pas forcément de l'abondance de notes ou de la complexité, mais en tout cas, c'est un savant mélange entre, par exemple, dans un orchestre, entre un groupe parfois très nombreux, une quarantaine, et d'aller tirer, de s'approcher d'une certaine perfection harmonique. C'est d'abord ce que le compositeur a cherché, parce que mais c'est un peu comme en cuisine, vous avez une partition écrite, la recette, et puis l'interprétation. Alors, dans les vins, j'imagine, c'est toujours un peu pareil, parce que les assemblages sont quand même... très subjectifs, et voilà. il y a une interprétation. Il y a forcément une interprétation, et nous, on est dans l'interprétation en permanence. Donc j'imagine que c'est comme vous, c'est-à-dire qu'on a une projection aussi de ce qu'on veut en faire, en fonction de ce qu'on y lit. Donc la note, évidemment, c'est la note de musique, mais c'est au-delà de ça, c'est l'intention qu'on va donner. Je pense que, et alors ça c'est pareil, c'est très subjectif, mais dans mon cas, la technique c'est quand même, on va dire 70 à 80% de la construction du vin, parce que j'ai des notions que je souhaite respecter dans les équilibres, etc. Il y a des choses connues qu'il faut tenir, et puis il y a 20% liés à ce que j'aime. Et alors, souvent, ce sont des travaux d'assemblage que l'on fait à plusieurs. Donc on essaie de trouver à plusieurs le compromis et l'ensemble qui nous plaît à tous. Donc il y a quand même la notion d'être accessible au plus grand nombre. Si on fait un vin qui ne plaît qu'à nous, c'est ridicule, c'est pas le but. Le vin, c'est un produit de partage, et donc il faut que ça plaise au plus grand nombre. Pour moi, 80% de technique et d'universalité, et puis 20% un peu de moi dans chaque construction, ou un peu de la maître de chez de Guiraud, un peu de chaque membre de l'équipe. Bon, alors pour nous, l'interprétation, c'est vraiment une très très grande partie, en tout cas dans la restauration gastronomique principale. L'interprétation de nous est plutôt sur du 80-20. C'est-à-dire que quelqu'un qui... La technique peut se pallier, l'interprétation culinaire sur de la grande gastronomie, c'est inné, on l'a pas. Et c'est quelque chose où on arrive à jouer avec les goûts et aller chercher justement en fait chacun son style culinaire, son propre mariage de goût, de saveurs, qui d'ailleurs des fois sont assez loufoques et uniques. C'est vrai que moi j'ai cet exemple où j'ai étudié beaucoup de chefs, de grands chefs, qui sont au-delà du cuisinier, quoi. C'est vraiment, on est sur de l'artiste qui interprète vraiment à sa façon chaque produit, qui en tire le maximum. Et c'est vraiment beau à voir. On ne se dit pas on va au restaurant, on va manger chez ce chef, qui a son interprétation, sa vision de la cuisine. Et c'est là où on tente, ou en tout cas tous vers cet objectif au maximum. Alors s'il fallait donner un pourcentage entre interprétation et technique, c'est compliqué en musique de dire ça, mais je dirais plutôt du 50-50, mais ça va justement dépendre des musiciens et des chefs qui s'en occupent. Le claveciniste ne joue probablement jamais deux fois la même chose, parce que ça dépend du moment, et je pense que dans tous nos arts c'est ça. Ça dépend du moment, ça dépend de notre forme, ça dépend de ce qu'on a envie de dire à tel instant, ça dépend aussi du public qu'on a en face. Alors pour nous qui avons un métier de représentation, de présentation, de scène, c'est peut-être plus facile aussi pour vous qui êtes toujours ou très en amont, en même temps vous avez des produits qui durent un peu plus dans le temps, enfin surtout alors que nous on est dans l'éphémère. Et dans cette interprétation, on a ce ressenti du public, et c'est vraiment important, parce que le public renvoie quelque chose. On cherche tous à faire des vins d'émotion, mais comme on l'évoquait tout à l'heure, ce qui émeut certains n'émeut pas forcément d'autres, et ça à nouveau c'est très subjectif. Mais un vin, oui, et même on dit les grands vins créent une émotion lorsqu'on les déguste, et il est question de moments, avec qui on partage ce vin, et en fonction l'émotion peut être plus grande. Il est question d'ambiance, de tout ça. Notre but ultime, effectivement, c'est de créer l'émotion chez le consommateur.
Et même nous, lorsque l'on élabore des vins et lorsqu'on les déguste plus tard, on aime être touché par nos produits. Donc oui, il est question d'émotion. Quand on parle de sens, je pense qu'il est question d'émotion aussi systématiquement. J'ai le souvenir, par exemple, quand j'ai démarré mes études d'œnologie, lors d'une séance de dégustation avec mes professeurs, donc c'était une dégustation très technique pour le coup, puisque quand on étudie œnologie, on apprend à déguster. C'est un exercice d'entraînement, vraiment, voilà, c'est de la technique. Et donc lors d'une de ces dégustations techniques, un jour on a dégusté un Fiesole blanc qui m'a laissé pantoise. Donc vraiment, voilà, où j'ai eu une émotion folle, et ce vin-là, j'ai été scotchée, vraiment. Et ça m'a marqué, et ça a marqué au fait le début de ma passion peut-être pour les vins. Parce que quand on vit ça, cette émotion-là en dégustant un vin, j'ai envie de dire, là, à partir de là, c'est gagné et on n'a qu'une envie, c'est de revivre cette émotion-là au fil des années et du travail. Voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois plus tard, mais voilà, il est souvent question d'un moment, d'une sensibilité particulière, et là, vous tombez sous le charme d'un produit parce que c'est le bon moment, le bon état, vous êtes bien, vous le partagez avec des gens que vous aimez. Souvent, voilà, il est question de partage aussi, et c'est là que l'émotion est la plus grande. Voilà. Un château La Lagune, alors c'était une ambiance particulière, mais j'en ai encore le souvenir du goût en bouche. Je me souviens plus du tout du millésime, mais je crois il avait déjà quelques années, et c'était un millésime fin des années 80. Moi, j'ai un vin, mais j'ai plus le nom du château. J'avais bu un Vosne Romanée premier Grand Cru classé, qui m'avait laissé sans voix, mais je pense que le moment a fait aussi. Voilà, c'était un moment très particulier, quelque chose d'assez émouvant, et c'est vrai que du coup, boire ce vin en même temps, je pense que ça a remonté tout. Mais c'est vrai que c'est le meilleur souvenir, en tout cas, que j'ai en tête. Les deux, l'élaborer puis le manger, ça c'est ça. Non, alors pour moi l'élaboration quand même. Pour moi l'élaboration c'est vraiment quelque chose de, justement en fait on vient travailler, on vient élaborer justement avec nos souvenirs, avec nos émotions. Et c'est là où j'en parlais tout à l'heure, l'interprétation revient. C'est vraiment la signature, c'est ça, c'est l'émotion qu'on va procurer et les souvenirs qu'on a et qu'on a eu. Qui vont remonter quand on va créer ce projet ou cette assiette. Donc oui, pour moi, l'élaboration, en tout cas, c'est ce qui me procure à moi le plus d'émotions personnellement. Pour moi, l'émotion, elle n'est pas forcément, enfin en tout cas, elle n'est pas forcément que dans l'assiette. Quelque chose qui m'a marqué, c'est vraiment une soirée complète. On ne va pas au restaurant pour manger, on va au restaurant pour passer une soirée. Et elle est là la différence que j'ai. Donc c'est vrai que j'ai eu cette émotion chez les frères Barbour. On a vraiment l'ensemble est parfait. Et c'est vrai qu'on vient ressentir des émotions, en tout cas de la joie, enfin voilà, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et souvent en plus on va au restaurant avec des gens qu'on aime, donc ça aide aussi à percevoir au maximum les émotions. On fait de la musique pour s'émouvoir et émouvoir. On peut avoir les meilleurs techniciens du monde et les meilleurs interprètes, mais si eux, déjà, ne vivent pas ce qu'ils jouent, et s'ils ne sont pas émus par ce qu'ils jouent, par la puissance de la partition, par sa beauté, par sa transcendance, ils ne peuvent pas émouvoir le public. C'est vraiment premier parce que le public, s'il ne ressent pas une émotion entre nous, entre les musiciens qui sont sur scène, ou s'il n'y en a qu'un de ce qu'il est en train de jouer, ne peut pas ressentir d'émotion, c'est pas possible. Et j'allais même dire, je vais même aller plus loin, c'est qu'un concert parfait, ça n'existe pas techniquement, ça n'existe pas. Voilà, c'est très difficile, même si parfois on s'approche d'une certaine perfection avec le cadre, avec tout ce qu'il y a autour. Alors c'est pas le service, mais quand l'accueil, etc. Il y a une espèce d'osmose. Mais on peut avoir des émotions énormes sur des moments qui ne sont pas du tout parfaits, et pourtant il y a quelque chose qui fait les frissons.
des frissons vraiment, et je pense que je fais de la musique parce que j'ai senti des frissons et de la larme. Et il n'y a rien de plus incroyable que d'avoir des gens qui viennent vous voir après et qui vous disent j'ai pleuré. Dans l'élaboration, il n'y a aucun bruit. Pas de musique, personne. Je vais être tout seul. Voilà. Mais c'est là où on réfléchit vraiment aux techniques, etc. Après, quand c'est de la conception pure, pour vraiment se lâcher, la musique par contre. Là, il faut de la vie, il faut quelque chose. En fait, il faut ressentir quelque chose pour pouvoir transcrire quelque chose. Et c'est là, en fait, vraiment le travail justement de la musique qui aide énormément. C'est-à-dire que ça va nous aider vraiment à transcrire de l'émotion. C'est l'émotion qu'on va ressentir sur le moment, en fait. Beaucoup de musique, par contre, énormément. Mais toujours avec du chant. Je n'écoute pas d'instrumental. Non, je n'écoute jamais c'est que de l'instrumental. Mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup d'émotions, c'est sur Andrea Bocelli. Où là, j'écoute très peu de classiques, très peu d'opéra, etc. Mais c'est vrai que cet homme me cloue à chaque fois. Et j'adore Andrea Bocelli, vraiment c'est celui qui me donne le plus d'émotions dans toutes les musiques que j'ai écoutées, c'est vraiment lui. La voix de ténor? Ah, j'adore. Ouais. Ah, je suis fan des très grosses voix, mais dans tout. Ouais. Dans tous les styles de musique, j'aime vraiment quand il y a une très grosse voix. J'adore. Comme style de cuisine, c'est vrai que de suite quand j'y ai pensé, c'est vrai que ça m'a fait penser vraiment à un retour de chasse au château, quoi. C'est vraiment, enfin, quelque chose de, pas forcément un plat en particulier, mais un banquet, quelque chose de volumineux, où il y a du monde, où ça chante, ça rigole. Quelque chose de, ouais, vraiment un partage. Ça m'a vraiment fait penser à ça. On vient faire confire des grosses pièces de viande dans des fours et on mange tous ensemble C'est hyper intéressant. Et on mange tous ensemble. Je vois quelque chose comme ça en fait, une énorme salle avec une centaine de personnes où on mange tous. Comme c'est quand même une musique qu'on a enregistrée à Château-Fillot d'ailleurs. C'est la dernière piste du disque qui est sorti l'an dernier, donc de notre dernier disque que je dirige. Donc je connais un petit peu. Donc c'est très intéressant parce que c'est quelque chose de... Le texte n'est pas du tout... Alors évidemment, c'est dans la tempête et dans la mort. L'homme est un naufrage. En gros, hein, c'est tiré d'une cantate qui s'appelle Héraclite et Démocrite, avec un texte français qui n'est pas toujours très clair pour nous, pour un lecteur contemporain, même pour nos musiciens. Je veux dire, le texte écrit, le livret, pas très clair. Sur cette cantate, ça se termine dans un naufrage. Et c'est cette piste-là. Mais c'est vrai qu'en l'écoutant, admettons, on n'a pas le texte, on ne le comprend pas. Il y a une telle dynamique. C'est ça vraiment qui m'a... Oui. De suite, c'est vrai que le texte, par contre, j'y comprenais rien. Et pourtant, c'est du français, mais c'est même si on... si on le lit... Alors, de toute façon, c'est je ne l'avais pas lu, mais... Non, le problème, mais même si on le lit, on ne comprend pas forcément. Pas forcément. Vu ce qu'évoquait Owen, plutôt avec du gibier, bon, moi je verrais quand même un vin rouge, voilà, un peu charpenté, voilà, moi j'aime. Évidemment, entre autres, mais parce que je suis assez ouverte, mais j'aime bien les grands vins de Bordeaux et les vins du Médoc, donc peut-être je verrais un très beau Cabernet Sauvignon de Pauillac, voilà. Le 10 décembre, fête baroque à Sauternes, on va pouvoir partager cette année des choses assez incroyables. D'abord avec nos invités, les ensembles invités. Il y a des beaux ensembles de tous horizons. On a notamment Lucille Boulanger, j'en ai parlé tout à l'heure, mais elle est Diapason d'or cette année, disque de l'année en plus. Donc on a une grande chance de la voir. Hein. Elle ne connaît pas Sauternes en plus, donc ça c'est le sang mieux. Elle va manger à la chapelle. Bien sûr. Voilà. Et puis d'autres ensembles, l'ensemble de Toulouse et Précieuse, ensemble baroque Orfeo qui va venir chanter à la chapelle. Et puis des ensembles, alors il y a l'orchestre baroque Emas, qui est l'orchestre baroque du Centre de musique ancienne, très entouré par les professionnels. Alors là, pour le dernier concert, on sera 80, hein, donc, avec double chœur,
des 3 trompettes, 3 hautbois, ça va, oui, ça va donner, ça va bien donner. Et puis il y a donc des petites formations. On va venir jouer pour les quelques dégustations. Alors il y en a à la maison du Sauterne, et puis donc ici ce concert de flûte avec Renaissance, qui sont des grands élèves de 3e cycle en fait, donc qui jouent absolument très très bien. Et cette synthèse sur la joie, en fait je pense que ça rejoint beaucoup de choses dont on a parlé, puisque qui dit joie dit émotion, hein. La joie naît de l'émotion. Tout ce qui peut faire parler de Sauterne et créer un peu l'événement est bon pour nous, pour la survie de notre appellation, où il y a un savoir-faire tellement extraordinaire. On a besoin d'être mis en lumière un peu. Et j'avoue que ces fêtes baroques à Sauterne sont une opportunité, une occasion formidable pour faire d'une pierre deux coups et mettre en avant à la fois ces musiques anciennes qu'on écoute peut-être moins et puis nos vins qui là aussi ont besoin d'être consommés et redécouverts. Donc c'est une belle occasion, on est ravis. On a travaillé le menu du coup donc avec mon chef exécutif, Georgie. On est venu vraiment essayer d'apporter quelque chose de très symbolique et en fait le soir on vient travailler le menu totalement autour du Sauterne et du coup des vins du château. Donc voilà, on sera sur du 100% Sauterne sur tout le menu et donc nous on est venu travailler ce menu tous les deux autour de ça. Mais c'est vrai que voilà, le groupe Faber-Lascombe a vraiment mis en place ce qu'il fallait pour venir nous aider, nous renforcer aussi en équipe pour pouvoir accueillir tout le monde et c'est vrai que tout le monde le prend à cœur et c'est assez sympa de faire une petite expérience comme ça, ce n'est que la première, on va dire. Donc ouais, non, moi ça me plaît beaucoup en tout cas de participer à ça, donc on va voir ça d'ici quelques jours et puis voilà.